Vous avez tous vu ces images. Le numéro 1 du tennis mondial, Novak Djokovic, qui est écrit sur une caméra à Roland-Garros, le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie, stop à la violence. La polémique générée par ce message a largement dépassé le milieu du tennis et elle s'est inscrite dans le cadre de tensions diplomatiques entre le Kosovo et la Serbie. Cette déclaration faisait écho aux récentes tensions qui ont eu lieu entre ces deux pays des Balkans. À cette occasion, nombre de politiques ont exprimé leur peur qu'un conflit ne se réouvre dans la région. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a par exemple affiché son inquiétude qu'une grande explosion ne menace le cœur de l'Europe. Afin de comprendre les enjeux et les raisons de ces tensions, je te propose de t'expliquer les guerres qui ont déchiré les Balkans il y a 20 ans et qui continuent d'hanter les pays de l'ex-Yougoslavie. La Yougoslavie fut un pays créé au sein des Balkans, une région du sud de l'Europe connue pour être une véritable mosaïque de peuples et de religions. Actuellement, les pays composant les Balkans sont au nombre de 10. Il y a l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Roumanie et la Serbie. Au sein de ces pays, une ethnie prédomine, les Slaves, et plus particulièrement les Yougoslaves. C'est le nom attribué à ces peuples slaves qui peuplent le sud de l'Europe. Ils forment 5 peuples, les Bosniaques, les Croates, les Serbes, les Slavo-Macédoniens et les Slovènes. Mais les Balkans abritent également d'autres minorités. Il y a une importante population albanaise, ils sont majoritaires en Albanie, au Kosovo, ils sont très importants en Macédoine du Nord. Il y a également des minorités roms et turques réparties partout à travers les Balkans. Les 3 religions majoritaires sont le catholicisme, l'islam sunnite et le christianisme orthodoxe. Le catholicisme est très présent en Croatie et dans une moindre mesure en Albanie et en Bosnie. L'islam, lui, est majoritaire en Albanie, au Kosovo, en Bosnie et important mais minoritaire en Macédoine du Nord. Et enfin, il y a l'église orthodoxe qui est majoritaire en Serbie, au Monténégro et en Macédoine du Nord. Elle représente également une importante minorité en Bosnie. Cette mosaïque culturelle et religieuse est le fruit de la position géographique des Balkans, qui est historiquement à la croisée des civilisations. Durant près de 1000 ans, les Balkans étaient entourés à l'ouest par les empires catholiques, au nord par l'ancien empire tsariste orthodoxe et à l'est par l'ancien empire ottoman musulman. Ces 3 empires se sont combattus pour occuper les Balkans et ils y ont chacun, à leur manière, laissé leur marque. Toutefois, dès le début du XXe siècle, une volonté de s'émanciper des tutelles impériales austro-hongroises et ottomanes va émerger dans les Balkans, et plus particulièrement chez les peuples yougoslaves. Ces derniers, inspirés par les révolutions nationales de 1848 et par le développement du panslavisme, vont militer pour accéder à leur indépendance. C'est ce qui motiva l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Ce dernier fut tué par Gavrilo Princip, un indépendantiste serbe membre du mouvement Jeune Bosnie qui souhaitait sortir sa région du joug de l'Empire austro-hongrois. Un État yougoslave fut finalement créé à la suite de la Grande Guerre qui vit l'Empire austro-hongrois démantelé après le traité de Saint-Germain-en-Laye de 1919. Cet État fut alors composé des royaumes croates, slovènes et serbes, ces derniers étant la population la plus importante du pays. La Yougoslavie était donc dirigée par la monarchie serbe, ce qui ne plut pas à tout le monde. En effet, les revendications anti-unionistes furent déjà présentes, dès le début. Elles motivèrent un groupe d'extrémistes croates nommé les Ustashi à assassiner le roi de Yougoslavie en 1934 lors d'une visite à Marseille. Plus tard, ils ont collaboré avec Hitler et Mussolini pour combattre les forces yougoslaves durant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont tristement célèbres pour avoir mis en place des camps de concentration pour les populations serbes. Après la guerre, la Yougoslavie tomba dans le communisme et adopta un régime fédéraliste qui reconnut 6 républiques. La Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Croatie, la Slovénie et la Macédoine, ainsi que 2 provinces autonomes, le Kosovo et la Voïvodie. Ce régime fut gouverné d'une main de fer par le maréchal Tito, connu pour avoir été le chef de la résistance communiste face aux nazis. Ce dernier reconnaissait la pluralité ethnique et religieuse de son pays et souhaitait l'unir autour de son parti qui était le seul parti politique de Yougoslavie. Il résuma ce qui était selon lui son pays avec cette phrase: la Yougoslavie a 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et un seul parti. Durant la guerre froide, la Yougoslavie ne se rangea pas du côté de l'URSS, bien que communiste. Cela a amené Staline à couper toute relation avec elle en 1948. Tito fit alors de son pays un des membres forts du courant tiers-mondiste. Ce sont des pays majoritairement afro-asiatiques qui souhaitaient sortir de la logique dualiste de la guerre froide. C'est notamment pour cela qu'à la suite de la conférence de Bandung, qui officialisa ce mouvement de non-alignés,
La conférence qui rassemblait les pays de ce courant se déroula à Belgrade en 1961. Tito régna jusqu'en 1980, date à laquelle il décéda. Aussitôt, la désunion prit place en Yougoslavie. Durant les années 80, les revendications autonomistes et indépendantistes n'ont cessé de se développer dans l'ensemble des républiques yougoslaves. Ces revendications étaient notamment alimentées par l'échec de la politique économique nationale. À partir de 1983, un plan d'austérité du nom de Milka Planic, premier ministre de l'époque, fut mis en place. Son but était de rembourser l'endettement excessif hérité de l'époque titiste. Le pays connut alors une hyperinflation. Celle-ci fit baisser le niveau de vie des Yougoslaves d'un tiers. Mais la dislocation de la Yougoslavie va être véritablement accélérée par l'arrivée au pouvoir de Milosevic en 1987. Président de la République serbe et de la Ligue communiste de Yougoslavie, Milosevic est empreint d'un nationalisme pan-serbe. Il souhaite centraliser le pouvoir à Belgrade et soutient les différentes minorités serbes réparties dans l'ensemble de la Yougoslavie. Il semble alors davantage animé par l'idée d'une union des peuples serbes au sein d'une grande Serbie, plutôt que par l'union des peuples yougoslaves. Alors, cette crise politique couplée à la crise économique poussa les autres républiques à vouloir se séparer de la Yougoslavie. Au début des années 90, plusieurs référendums concernant l'indépendance des pays qui composaient la Yougoslavie ont eu lieu dans toutes les républiques. Les résultats furent unanimes. Les peuples souhaitaient sortir de la Yougoslavie. C'est ce qui fut notamment démontré par le référendum du 19 mai 1991 en Croatie. Plus de 94% des Croates se sont prononcés en faveur de la transformation de la Yougoslavie soit en une confédération d'États souverains, ou alors en une indépendance pure et simple de la Croatie. Ces volontés aboutiront durant l'année 1991 avec la Slovénie et la Croatie qui ont déclaré leur indépendance le 25 juin, ainsi que la Macédoine qui l'a fait le 17 septembre. Si cette dernière put devenir indépendante pacifiquement, les autres pays ont dû mener des guerres d'indépendance plus ou moins longues. Pour la Slovénie, la guerre d'indépendance fut relativement courte puisqu'elle s'arrêta le 7 juillet 1991 avec les accords de Brioni. Ces accords reconnaissent l'indépendance et la souveraineté de la Slovénie. Pour la Croatie, ce fut plus long, et cela est principalement dû au fait que le pays abritait une forte minorité serbe. Milosevic souhaitait que les Serbes créent leur propre État en Croatie, dans la Krajina de Knin où ils étaient majoritaires. Les Serbes craignaient que, si cela ne se fasse pas, les Croates ne fassent des nettoyages ethniques à l'instar des Oustachis durant la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, les combats firent rage entre Croates refusant d'être amputés d'une partie de leur territoire et des Serbes qui étaient soutenus par Belgrade et qui affirmaient le droit du peuple serbe à vivre dans un seul et même État. La guerre se stoppa en janvier 1992 avec la signature d'un cessez-le-feu et le déploiement des casques bleus. Toutefois, les combats se prolongèrent en Bosnie-Herzégovine lorsque cette dernière déclara son indépendance en avril 1992. La guerre y monta en intensité et en horreur en raison de la forte présence de Croates catholiques et de Bosniaques musulmans, tous deux favorables à l'indépendance de la Bosnie, mais il y avait également des Serbes orthodoxes qui étaient très importants dans le pays, qui étaient eux favorables à une indépendance des territoires serbes en Bosnie-Herzégovine. Ce conflit fut médiatisé à l'international en raison de deux tristes événements. D'une part, le siège de Sarajevo par les forces pro-serbes dont certaines soutenues par l'armée yougoslave. C'est une bataille qui rasa la capitale bosniaque après 4 ans de combat et qui tua ou mit en fuite la moitié de la population. D'autre part, il y a eu le massacre de Srebrenica, commis également par les forces serbes à l'encontre des Bosniaques musulmans. Ils tuèrent tous les hommes et garçons de la ville en raison de leur appartenance ethno-religieuse. En tout, ce crime à caractère génocidaire a fait plus de 8000 morts, le tout sous les yeux des casques bleus à qui l'on reproche de ne pas avoir empêché ce massacre. Au final, la guerre de Bosnie aura fait plus de 100 000 morts et aura mis en exode plus de 200 000 personnes. Elle fut enterrée par les accords de Dayton, signés le 14 décembre 1995. Ils ont été signés par le président musulman de Bosnie, Alija Izetbegović, le président de la Croatie, Franjo Tudjman, et le président serbe, Milosevic. Ils ont mis fin à la guerre et ont affirmé l'existence juridique de l'État de Bosnie-Herzégovine à l'intérieur de ses frontières actuelles. Actuellement, la Bosnie est composée de deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui représente 51% du territoire et 70% de la population, et il y a également la République serbe de Bosnie, qui représente elle 49% du territoire et 30% de la population. Chacune dispose de son parlement, son président et son gouvernement. Au-dessus de ces deux entités se trouve une assemblée parlementaire, une présidence collégiale et un gouvernement abritant des représentants des trois communautés peuplant la Bosnie. Dans le souci d'éviter une domination d'une des trois ethnies sur les autres, ces accords ont donné des fonctions à un haut représentant de la communauté internationale. Il est en capacité d'imposer des lois et de limoger les officiels s'il le juge nécessaire à la préservation de la multi-ethnicité de la démocratie bosniaque.
Après 1995, la Yougoslavie ne fut alors composée que de deux États, la Serbie et le Monténégro, ainsi que de deux provinces autonomes, la Voïvodine et le Kosovo. Mais ce n'est pas pour autant que la Yougoslavie fut homogène ethniquement parlant. Si ces deux pays étaient intégralement ou presque peuplés de Serbes orthodoxes, la province du Kosovo, elle, était peuplée à plus de 90% par des Albanais musulmans. Cela déplaisait fortement au régime de Milosevic. Ce dernier estimait que le Kosovo devait être majoritairement peuplé de Serbes. Les Serbes accusaient les Albanais musulmans d'avoir envahi cette terre qui, selon le récit national, était slave et orthodoxe. Pour eux, cette terre marque l'union des peuples chrétiens yougoslaves qui a eu lieu lors de la bataille de Kosovo-Polier en 1389, durant laquelle ils se sont opposés à l'Empire ottoman. Milosevic a alors entamé plusieurs politiques afin de réduire l'influence albanaise au Kosovo. Il a notamment fait adopter des amendements constitutionnels en 1990 afin de réduire l'autonomie de la province. Il a également mis en place plusieurs mesures discriminatoires à l'encontre des populations albanaises. Les Albanais, eux, se plaignaient de discrimination et ne se reconnaissaient pas dans un État dont l'union était basée sur des caractères ethnico-religieux différents des leurs. Les tensions entre Albanais et Serbes se sont concrétisées à partir de 1996 avec plusieurs attentats à l'encontre des Serbes de la province. Elles atteignent leur apogée en 1998 lorsque l'armée de libération albanaise du Kosovo, l'UÇK, déclara les hostilités. S'ensuivit une guerre de 2 ans, durant lesquelles des massacres ont eu lieu dans les deux camps. Afin d'éviter qu'un drame comme Srebrenica ne se reproduise, l'OTAN est intervenue. Ils ont bombardé pendant plus de 70 jours les différentes positions serbes, au Kosovo comme en Serbie. Cette guerre a fait plusieurs milliers de morts selon Human Rights Watch et elle en a déplacé plus de 800 000 au sein du Kosovo ou en dehors. Par la suite, le Kosovo a été mis sous la tutelle des Nations Unies avec l'aide de la KFOR qui a administré le territoire jusqu'en 2008, date à laquelle le Kosovo proclama son indépendance. Toutefois, la KFOR est toujours présente due aux fréquentes tensions entre les Kosovars et la minorité serbe soutenue par Belgrade. Aujourd'hui, le Kosovo est reconnu par 516 États, mais n'est toujours pas reconnu par la Russie, l'Inde, la Chine et bien sûr la Serbie. Cela peut s'expliquer d'une part par le fait que la Serbie est un allié historique de la Russie, même si cela est peut-être en train de changer. D'autre part, le Kosovo est un allié des Américains qui les ont aidés durant la guerre et qui ont installé une base militaire permanente. La région a vu naître un dernier conflit, ou plutôt une dernière conflictualité en 2001. De janvier à août, une milice albanaise nommée l'UÇKM en Macédoine a pris les armes contre le gouvernement. Cela a mis la lumière sur la situation des Albanais de Macédoine, qui constituent 23% de la population nationale. Ainsi, ils demandaient qu'on change la constitution de 91 afin qu'ils ne soient plus considérés comme une minorité nationale, mais bien comme un peuple constitutif de la République de Macédoine. Nous avons donc vu que dans les années 90, les Balkans ont connu de multiples guerres et massacres motivés par des motifs ethno-religieux. Or, dans le même temps, la fin de la guerre froide avait créé un consensus international pour le développement d'un véritable ordre et d'une justice internationale. Ainsi, on décida de créer en 1993 un tribunal international par le biais de l'ONU afin de juger les criminels de guerre qui ont sévi dans les Balkans. Parmi eux, il y a notamment eu Milosevic ou encore l'ancien président kosovar Hashim Thaçi. Au final, le tribunal pénal pour la Yougoslavie, ou TPY, aura mis en accusation 171 responsables politiques et militaires. Toutefois, ce travail fut mis en difficulté par un manque de moyens et des polices nationales qui ne jouaient pas toujours le jeu, en raison de tensions toujours présentes au sein de ces pays. Aujourd'hui, comme nous l'avons vu au début de la vidéo, il y a toujours des problèmes entre ces pays, qui ont pourtant vécu ensemble pendant plus d'un demi-siècle. Toutefois, une large part des populations souhaitent en finir avec ces tensions. Les nouvelles générations souhaitent en effet se concentrer sur des problèmes communs à l'ensemble des pays des Balkans, comme le manque de développement ou l'exode des jeunes vers l'Europe de l'Ouest. On peut également penser qu'à terme, une réconciliation pourra peut-être se faire au sein de l'Union européenne. L'ensemble des pays de l'ex-Yougoslavie ont le statut de candidat pour rejoindre l'UE, et la Croatie, elle, en est déjà membre. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, qui est également présente sur Instagram et TikTok, pour avoir des contenus résumés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, c'est avec plaisir, tant que cela reste dans le respect.